Contrairement à certaines personnes, j'ai choisi une vraie carrière. Ma sœur, Émilie, leva sa coupe de champagne. La foule à son mariage parfait et scintillant se mit à rire. Je souris jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. Ces mots furent comme une gifle, vive et nette. J'étais, certaines personnes. J'étais assise à la table 9, celle coincée près de la porte battante de la cuisine, celle des cousins éloignés et des amis oubliés. J'étais la fille sans importance, celle avec la simple robe bleue, l'échec. Ma mère regardait Émilie avec des larmes de joie dans les yeux. Mon père rayonnait, si fier de sa fille, l'avocate. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée que pendant qu'il trinquait à son emploi à 80 000 $ par an, ma société de jeux vidéo, NovaPlay, venait d'être évaluée à 8,5 milliards de dollars. Il ne savait pas que l'échec qu'il cachait au fond de la salle était, à 28 ans, l'une des femmes autodidactes les plus riches du monde. Je restais juste assise là, silencieuse. Mon téléphone vibra sur mes genoux. C'était Forbes. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où dans le monde vous regardez. En grandissant, je n'ai jamais été la favorite. Je n'étais pas l'enfant à problème. Je n'étais ni bruyante ni difficile. J'étais juste silencieuse. J'étais l'ombre. Ma sœur Émilie était le soleil. Tout semblait facile pour Émilie. Ou du moins, c'est ce qu'il paraissait. Elle obtenait les meilleures notes. Elle était capitaine de l'équipe de débat. Elle jouait du violon, un instrument que ma mère avait choisi pour elle. Émilie n'aimait même pas le violon, mais elle en jouait parfaitement. Elle faisait tout ce qu'elle était censée faire. J'étais l'enfant avec du potentiel. C'est ce que mes professeurs disaient toujours. Jordan a tellement de potentiel. Si seulement elle s'investissait davantage. Ce n'était pas que je ne m'investissais pas. C'est juste que je ne m'investissais pas dans les choses qu'il valorisait. Je me souviens qu'en classe de 5e, j'ai reçu mon bulletin de notes. J'avais 5 A et un B+. Le B+ était en histoire et géographie. J'étais fier. J'avais travaillé dur. Je l'ai ramené à la maison et l'ai donné à ma mère. Elle a parcouru le papier. Ses yeux ont sauté par-dessus les A. Ils se sont posés sur le B+. Un B+, Jordan? Que s'est-il passé? Je ne sais pas, maman. C'est un cours difficile. Ta sœur n'a jamais eu un B+. Elle comprend qu'il faut travailler dur pour toutes ses notes. J'ai travaillé dur. Elle soupira. C'était le son que j'entendais le plus souvent. Un bref souffle d'air fatigué, le son de la déception. Essaie juste de faire plus d'efforts, ma chérie. Sois plus concentrée. Comme Émilie. Émilie était au lycée. Elle recevait déjà des lettres d'université. Elle allait devenir avocate. Mon père le disait à tout le monde. Il le disait au barbecue, à l'épicerie, au facteur. Ma fille Émilie, elle va à la faculté de droit. Elle va devenir avocate. J'étais dans ma chambre, à apprendre à coder toute seule. J'adorais les ordinateurs. J'adorais la logique. J'adorais construire quelque chose à partir de rien. J'adorais créer des mondes. Quand j'avais 15 ans, j'ai créé un jeu simple. C'était une petite aventure textuelle. J'étais si fier. Je l'ai montré à mon père. Il a plissé les yeux devant l'écran. Des lignes de code remplissaient le moniteur. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, papa. Je l'ai construit. Tu tapes des commandes comme aller au nord ou prendre l'épée. Il a regardé un instant. Il ne comprenait pas, c'est bien, Jordan. Mais est-ce que ça va t'aider pour tes examens d'entrée? Ta sœur fait du bénévolat dans un cabinet d'avocats cet été. Peut-être que tu devrais trouver quelque chose d'utile à faire. C'est utile, dis-je. Ma voix était faible. C'est un passe-temps. Ce n'est pas une carrière. C'était le mot. La carrière. Émilie avait une carrière. J'avais un passe-temps. Quand le moment est venu d'aller à l'université, la dispute fut silencieuse, mais profonde. Émilie était à la faculté de droit de Yale. Mes parents avaient un autocollant de la faculté de droit de Yale sur leur voiture. Je leur ai dit que je voulais me spécialiser en informatique et en médias numériques. De l'informatique, dit maman. Nous étions dans la cuisine. Elle coupait des oignons.
Elle n'a pas arrêté. Comme réparer des ordinateurs? Jordan, tu es si intelligente. Tu pourrais faire n'importe quoi. Tu pourrais être médecin. Tu pourrais être avocate comme ta sœur. Je ne veux pas être avocate, maman. Je veux créer des jeux. Elle a finalement arrêté de couper. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient tristes. C'était pire que si elle avait été en colère. Des jeux vidéo, dit-elle. Le mot sonnait sale dans sa bouche. Jordan, c'est pour les garçons dans leur sous-sol. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas un vrai métier. C'est un vrai métier. Les gens gagnent des millions. Ne sois pas dramatique. Ce n'est pas réaliste. Peut-être que si tu ressemblais plus à ta sœur. Elle pense à l'avenir. Elle est pragmatique. Pragmatique signifiait comme eux. Pragmatique signifiait approuver. Je suis allé à l'université. J'ai obtenu mon diplôme. Je l'ai fait à ma façon. Après l'obtention de mon diplôme, je n'ai pas postulé pour des emplois dans de grandes entreprises sûres. J'ai emménagé dans un minuscule appartement avec 2 autres programmeurs. Nous avions une idée. Nous avions un rêve. Nous avons lancé NovaPlay. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer. J'ai créé ma propre entreprise, dis-je, essayant de rendre ma voix forte. Il y eut une pause. Mon père a pris le téléphone. Une entreprise. Quel genre d'entreprise? Une entreprise de jeux vidéo. Nous construisons une nouvelle plateforme. Je l'ai entendu soupirer. C'était exactement comme le soupir de ma mère. Jordan, quand vas-tu devenir sérieuse? Tu as un diplôme. Va trouver un vrai travail avec une assurance, avec un plan de retraite. Ta sœur vient de réussir l'examen du barreau. C'est un vrai travail, papa. Appelle-nous quand tu auras fini de jouer, dit-il, et il raccrocha. J'étais assise dans mon appartement vide. Les seuls meubles étaient une chaise pliante et un matelas par terre. J'ai regardé le mur. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement retourné au travail. Pendant 6 ans, j'ai travaillé. Je ne suis pas allé aux vacances en famille. J'ai manqué des Thanksgiving. J'ai manqué des Noëls. J'envoyais des cadeaux, mais je ne rentrais jamais à la maison. Elle est tellement occupée avec son projet, entendis-je ma mère dire à ma tante au téléphone. Oui, Émilie arrive en avion. Nous sommes si excités. Ils ne comprenaient pas. Ils ne voulaient pas comprendre. Pour eux, j'étais un échec. J'étais la fille étrange qui jouait avec les ordinateurs. J'étais celle qui ne rentrait pas dans le moule. J'étais celle qui n'était pas comme Émilie. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. J'ai arrêté d'essayer de leur faire voir. J'ai juste construit mon monde, et je l'ai construit en silence. Ma famille voyait un passe-temps. Voici ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu le premier appartement. Celui où le chauffage ne fonctionnait pas. Je portais 2 vestes pour dormir. Je codais jusqu'à ce que mes doigts soient bleus et raides. Mes cofondateurs, Marc et Sarah, dormaient par terre. Je dormais sur le matelas. Nous vivions de nouilles instantanées et de café de station-service. Ils n'ont jamais vu les rejets. Nous avons présenté NovaPlay à 53 investisseurs différents. 53, non. Le marché est saturé. Le jeu vidéo est une niche. Vous êtes trop jeune. Vous n'avez pas l'expérience. Après le 30e, non, je me suis assise dans ma Toyota Camry de 2004 et j'ai pleuré. J'étais si fatigué. J'étais si fauché. Ma carte de crédit avait atteint son plafond. J'avais $40 sur mon compte en banque. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Jordan, ma chérie, je voulais juste appeler. Nous sommes si fiers. Émilie vient de gagner sa première affaire. Une vraie affaire judiciaire. Son cabinet est si impressionné. Nous l'emmenons dîner au Capitole Grille. Est-ce que tu manges bien, ma chérie? Tu as l'air fatiguée. J'ai essuyé mes larmes. Je vais bien, maman. Juste occupée. Tu travailles trop dur sur ce petit truc d'ordinateur, dit-elle. Sa voix était légère. Tu devrais rentrer à la maison. Manger de la vraie nourriture. Peut-être chercher un vrai travail pendant que tu es ici. Je parie que le cabinet d'Émilie embauche des assistantes juridiques.
J'ai un vrai travail, maman. Bien sûr, ma chérie. Bon, je dois y aller. Nous trinquons à la santé d'Émilie. On se parle bientôt. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. J'ai fixé le volant. Une assistante juridique dans le cabinet de sa sœur. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai démarré la voiture, et je suis retourné à l'appartement pour travailler sur la présentation pour l'investisseur numéro 31. Ils n'ont jamais vu le premier lancement raté. Nous l'avions appelé Pixel World. Nous pensions que c'était brillant. Nous l'avons mis en ligne. Nous avons eu 200 utilisateurs, puis 100, puis 10. C'était un fiasco. Un échec complet et humiliant. Nous avions dépensé tout notre argent. Le peu de capital d'amorçage que nous avions supplié d'obtenir. Il était parti. Marc m'a regardé. Jordan, je pense que c'est fini. Sarah pleurait. J'ai regardé la facture du serveur. J'ai regardé notre compte en banque vide. Je ne sentais rien. Juste du froid. Non, dis-je. Ma voix était calme. Ce n'est pas fini. J'ai vendu ma voiture, la Camry. J'en ai eu 2500 $. Ça nous donne 3 mois de plus, dis-je. Nous ne construisons pas un nouveau jeu. Nous construisons un nouveau monde. Nous allons l'appeler l'Eternal Journey. Et nous allons le construire correctement. Pendant les 6 mois suivants, je n'ai pas dormi. Je le pense vraiment. Je faisais des siestes de 2 heures à la fois sur le sol à côté de mon bureau. Je buvais tellement de café que mes mains tremblaient. J'ai perdu 7 kilos. Je n'ai pas vu le soleil. Nous avons codé. Nous avons conçu. Nous avons construit. Nous avons versé chaque dernière seconde, chaque dernière parcelle de nous-mêmes dans cette seule chose. Nous avons lancé Eternal Journée un mardi à 3 heures du matin. Nous avons regardé le nombre d'utilisateurs. 100 000. 10 000 à 7 heures du matin, nous avions 50 000 utilisateurs. Le serveur a planté. C'était le meilleur moment de ma vie. Nous l'avons réparé. À la fin de la semaine, nous avions 1 million de joueurs actifs. Ma famille n'a jamais vu ça. Ils ne nous ont jamais vu déménager de l'appartement pour un vrai bureau, une petite pièce sans fenêtre, mais c'était le nôtre. Ils ne m'ont jamais vu embaucher notre premier employé, puis notre 10e, puis notre 100e. Ils n'ont jamais vu le premier gros chèque d'un investisseur, celui qui avait dit non un an auparavant. Ils ne m'ont jamais vu m'envoler pour Tokyo pour ouvrir notre bureau japonais. Ils ne m'ont jamais vu sur la couverture du magazine We Read. Je ne leur ai pas envoyé d'exemplaires. Ils n'ont jamais vu les nuits tardives, les semaines de 100 heures, les contrats, le stress, l'épuisement, les crises de panique dans la salle de bain, et la fierté silencieuse et féroce de construire quelque chose qui comptait. À l'âge de 28 ans, Novaplay comptait plus de 200 employés. Nous avions des bureaux dans 4 pays. Notre jeu phare, Eternal Journey, avait 85 millions de joueurs quotidiens. Nous étions un géant. 2 semaines avant le mariage, notre conseil d'administration a eu une réunion d'évaluation. Nous nous préparions pour une nouvelle levée de fonds. Le chiffre final est tombé. Novaplay était évalué à 8,5 milliards de dollars. Ma participation majoritaire valait plus de 2,1 milliards de dollars. J'étais milliardaire. J'étais assise dans mon bureau aux parois de verre, regardant la ville. J'ai regardé le rapport. 8,5 milliards de dollars. Je pensais que je ressentirais quelque chose. De la joie, du soulagement, du triomphe. Je me sentais juste fatigué. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement terrasse. Je me suis fait une tasse de thé. J'ai appelé à la maison. C'était 2 semaines avant le mariage d'Émilie. Mon père a répondu. Jordan, bien. Écoute, à propos de ce mariage. La liste de cadeaux de ta sœur est toujours. Eh bien, les gens n'ont pas acheté les articles de grande valeur. Ta mère et moi pensions que peut-être tu pourrais. Je m'en occupe, papa, dis-je. Bien, bien. Parce que, tu sais, notre budget est serré. Ce mariage est. Eh bien, c'est beaucoup. Et Émilie ne fait que commencer. Son salaire est bon, mais les avocats, ils ont tellement de prêts. Je sais, papa. Alors, est-ce que tu fais toujours ce truc d'ordinateur?
J'ai regardé par ma fenêtre. Les lumières de la ville ressemblaient à des joyaux. Oui, papa. Je fais toujours le truc d'ordinateur. Bon, d'accord. Est-ce que tu vas un jour trouver un vrai travail, Jordan? Te poser. Ta mère s'inquiète. Je dois y aller, papa. On se voit au mariage. J'ai raccroché. J'ai appris à vivre dans deux mondes. Dans un monde, j'étais la présidente directrice générale de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide sur Terre. Dans l'autre monde, j'étais juste Jordan, la fille décevante, celle qui n'était pas comme Emily. J'ai appris à sourire, à rester silencieuse, à laisser mon succès grandir en silence. C'était plus facile comme ça. Le mariage d'Emily n'était pas le sien. C'était celui de ma mère. C'était tout ce que ma mère croyait être le succès. Il se tenait dans un hôtel 5 étoiles surplombant l'océan Pacifique. Il y avait des lustres en or. Il y avait des flûtes en cristal. Il y avait un quatuor à cordes jouant de la musique classique au bord de la falaise. Il y avait 200 invités. Tous étaient importants. Des avocats, des médecins, des juges et des familles de la vieille fortune. Je suis arrivé seul. J'avais garé ma propre voiture, une simple Tesla noire. Je n'aime pas être tape à accent grave l'œil. Le voiturier a regardé ma voiture, puis la file de Bentley et de Porsche. Il a haussé les épaules. Je suis entré. Ma mère s'est précipitée vers moi. Elle portait une robe beige qui coûtait plus cher que ma première voiture. « Jordan, tu es là, dit-elle, un peu trop fort. » Elle a regardé ma robe. C'était une robe en soie bleu foncé, simple et élégante. C'était de la haute couture. Elle coûtait $10 000. Pour elle, elle était simple. « Oh, Jordan, c'est simple. Tu es jolie, mais... » Elle a tripoté mes cheveux. « Tu n'aurais pas pu. » Peu importe. Essaie juste de sourire. Elle regardait la nouvelle famille d'Emily. La belle famille. Ils étaient de la vieille fortune. Le genre de personnes qui possèdent des immeubles. Ma mère cherchait désespérément à les impressionner. « Maman, je suis très bien comme ça. » Oui. Oui. Les beaux-parents d'Emily sont là. Ils sont merveilleux. C'est un juge fédéral. Sa femme est au conseil d'administration du musée. Tellement impressionnée par Emily. Il l'adore. Elle ne m'a pas présenté. Elle m'a juste éloigné. Ta table est là-bas. Numéro 9, près du fond. C'est un bon endroit. Je savais ce qu'était la table 9. Je m'y suis dirigé. Elle était, comme je m'y attendais, juste à côté de la porte battante de la cuisine. Je me suis assise avec une cousine éloignée que je n'avais pas vue depuis 10 ans, 2 anciennes amies d'université d'Emily qui n'avaient pas été placées à la table des « vrais amis » et une voisine âgée. Je suis restée assise là. J'ai regardé le mariage. Emily était magnifique. Elle ressemblait à une princesse. Sa robe était immense. Mon père l'a conduite à l'hôtel. Il rayonnait. Sa poitrine était bombée. Je l'ai regardé la donner en mariage. Il pleurait. « Ma fille » a-t-il murmuré à son nouveau mari. « Ma fille, l'avocate. Elle m'a rendu si fier. Elle a accompli tellement de choses. Il a 2 filles. » J'étais assise à la table 9. Je me sentais invisible. Je me sentais comme un fantôme. La cérémonie s'est terminée. La réception a commencé. Le dîner était chic. De minuscules portions de nourriture avec des noms que je ne pouvais pas prononcer. J'écoutais les conversations futiles à ma table. « Alors, Jordan, » demanda la cousine éloignée, « que fais-tu dans la vie ?» Je ne sais jamais comment répondre à ça. « Je suis dans la technologie, » dis-je. « Oh, comme l'informatique ? Réparer des imprimantes ? C'est un bon travail stable. » « Quelque chose comme ça, » dis-je. J'ai souri. C'était juste plus facile. Puis les discours ont commencé. Mon père s'est levé. Il a fait un long discours décousu. Il a parlé de la première victoire d'Emily en débat. Il a parlé de son admission à Yale. Il a parlé de sa réussite à l'examen du barreau. « Je suis le père le plus fier du monde », dit-il en levant son verre. « À Emily, ma fille brillante qui a si bien réussi.
Les gens ont applaudi. Puis Émilie s'est levée. Elle était parfaite. Son maquillage était parfait. Son sourire était parfait. Elle a levé son verre. Merci à tous. Merci, maman et papa. Ses yeux ont balayé la foule. Ils sont passés juste au-dessus de moi. Merci de m'avoir toujours soutenu. Merci de m'avoir poussé à faire des études de droit. De m'avoir soutenu pendant l'examen du barreau. Elle a souri, une petite blague privée. Merci de me soutenir. Contrairement à certaines personnes, j'ai choisi une vraie carrière. Les tables de devant ont ri. Ses amis avocats, sa belle famille, mes parents. Ma mère et mon père, ils ont ri. Ils ont hoché la tête. Ils étaient d'accord avec elle. C'était comme un coup de poing. Non, une gifle. Vive, cinglante, publique. Elle se moquait de moi à son mariage devant 200 personnes. Et mes parents riaient. J'ai souri. J'ai souri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. J'ai fixé le centre de table. J'ai senti la chaleur sur mes joues. J'ai senti la vieille piqûre familière derrière mes yeux. Je ne pleurais pas. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je suis resté assise là. La fille sans importance, l'échec de la famille, la fille de la table 9. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. J'ai baissé les yeux. Peu m'importait ce que c'était. N'importe quoi pour détourner le regard. C'était un message texte du rédacteur en chef de Forbes. J'avais fait une interview et une séance photo des semaines auparavant. On m'avait dit que c'était pour un article sur les femmes dans la tech. Le message était court. Jordan, nous le mettons en ligne. Le profil sera en ligne dans 20 minutes. Félicitations. PS, nous avons opté pour l'angle de la liste des milliardaires. C'est une histoire plus percutante. J'espère que ça te va. Tu es en couverture. J'ai fixé les mots. Liste des milliardaires. Couverture. 20 minutes. J'ai regardé l'heure. 21h40, ça voulait dire 22h. J'ai levé les yeux. Émilie souriait toujours. La foule trinquait toujours. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée. Je ne savais pas que le moment de ce message texte, de ce simple article, était sur le point de faire voler en éclats toute la soirée. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. Le quatuor à cordes recommença à jouer. Les gens mangeaient le dessert. De minuscules gâteaux avec des feuilles d'or dessus. Je suis restée assise. Je fixais mon verre d'eau. J'avais la nausée. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pas ici. Pas de cette façon. J'avais gardé ma vie privée pour une raison. Je ne voulais pas la gloire. Je ne voulais pas l'attention. Je voulais juste construire. Et je ne voulais pas cette confrontation. C'était le jour d'Émilie. Le jour dont mes parents avaient rêvé. Et j'étais sur le point de le détruire. Mon cœur battait à tout rompre. 21h55, j'ai pensé à partir. Juste me lever, sortir par la porte et disparaître. Mais où irais-je? J'étais piégé. 21h59, j'ai retenu mon souffle. 22h, la musique jouait. Rien ne s'est passé. Peut-être que c'était retardé. Peut-être que ce ne serait pas un gros problème. Peut-être que personne ne le remarquerait. Puis ça a commencé. Une seule vibration. De l'autre côté de la pièce, à une table d'amis avocats d'Émilie, un homme a regardé son téléphone. Il vérifiait probablement la bourse ou les résultats sportifs. Ses yeux se sont écarquillés. Il a arrêté de mâcher. Il a attrapé le bras de la femme à côté de lui. Il lui a montré l'écran. Elle a couvert sa bouche. Elle a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Puis ils m'ont tous les deux regardé. À la table 9. Je voulais me glisser sous la table. Puis une autre vibration, et une autre. C'était comme une vague qui commençait. Un invité près du devant, l'un des plus importants, a regardé son téléphone. Il a froncé les sourcils. Il l'a lu. Il a levé les yeux. Il a regardé mon père. Puis il m'a regardé. Son expression était. Je ne pouvais pas la lire. Le choc. L'incrédulité. Les chuchotements ont commencé.
C'est la sœur d'Émilie? Non, ça ne peut pas être elle. Regarde, c'est elle. Jordan est. Ça dit qu'elle a 28 ans. Milliard avec un M. Le son de la pièce a changé. Le joyeux bavardage s'est éteint. Le tintement des fourchettes a cessé. L'onde se propageait plus vite maintenant. Les téléphones s'allumaient sur chaque table, comme un virus, comme un feu se propageant dans l'herbe sèche. Tout le monde regardait son écran puis me regardait. La fille qu'ils avaient ignorée toute la nuit. La fille à la robe simple. La fille près de la porte de la cuisine. L'onde a atteint la table d'honneur. Elle a atteint les personnalités importantes. Le nouveau beau-père d'Émilie, le juge, a froncé les sourcils devant son téléphone. Il avait une alerte réglée pour, je ne sais pas, les nouvelles financières. Il l'a lu. Il s'est penché. Il a lentement, délibérément montré l'écran de son téléphone à mon père. J'ai regardé le visage de mon père. Ça s'est passé au ralenti. Il souriait encore du discours d'Émilie. Le sourire fier et heureux. Il a plissé les yeux devant le téléphone. Le sourire a fondu. Il ne s'est pas seulement estompé. Il a fondu de son visage. Sa mâchoire s'est décrochée. La couleur, la vive couleur rosée du champagne, s'est retirée. Sa peau est devenue blanche, d'un blanc maladif, pâle comme du papier. Il avait l'air d'avoir été frappé. Il n'a pas regardé le juge. Il n'a pas regardé ma mère. Sa tête s'est tournée très lentement. Ses yeux m'ont trouvé de l'autre côté de la pièce. Son regard n'était pas en colère. Il n'était pas fier. Il était vide, perdu, terrifié. Ma mère a vu son visage. Franck, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a fouillé dans son sac à main pour trouver son propre téléphone. Elle l'a sorti. L'écran était déjà allumé. Elle a vu le titre. Sa main, celle avec la grosse bague en diamant, est allée à sa gorge. Ses lèvres tremblaient. Elle a chuchoté mon nom. Jordan. Ce n'était pas une question. C'était un hoquet. Le quatuor à cordes l'a senti. La musique a vacillé. Un violon a joué une fausse note, puis s'est arrêté. La salle, les 200 personnes, est tombée dans un silence complet. Le seul son était le balancement de la porte de la cuisine. Vroom. Vroom. Et dans ce silence terrible et écrasant, il y avait Émilie. Elle était toujours debout, une coupe de champagne à la main. Son sourire parfait était figé. C'était un masque. Elle n'avait pas vu de téléphone. Elle voyait juste son nouveau mari la fixer. Elle voyait ses beaux-parents la fixer. Elle voyait mes parents la fixer. Qu'est-ce que c'est, dit-elle avec un petit rire nerveux. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Papa? Personne n'a répondu. Elle a suivi leur regard. Tout le monde dans la pièce me fixait. Son sourire s'est finalement brisé. Son visage s'est tordu de confusion. Jordan, dit-elle. Que as-tu fait? Le silence dans la pièce était une chose vivante. Il était lourd. Il pesait sur moi. 200 paires d'yeux étaient sur moi. La fille de la table 9. Jordan, dit Émilie à nouveau. Sa voix était plus vive maintenant. Que se passe-t-il? Que as-tu fait? J'ai regardé mon père. Il était toujours debout, sa main agrippant le dossier de sa chaise. Il avait l'air de pouvoir tomber. Papa, dis-je. Ma voix était calme. Cela m'a surprise. Elle était si stable. Il a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Il a réessayé. Jordan, est-ce que... Cette chose sur le téléphone? Est-ce que c'est vrai? Je me suis levé. Mes genoux semblaient faibles, mais je les ai bloqués. J'ai repoussé ma chaise, les pieds raclant légèrement sur le sol poli. Le son était horriblement fort. Je me suis tenu debout. Je n'étais plus la fille qui se cachait près de la porte de la cuisine. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. Oui, dis-je. Ma voix a porté à travers la pièce. C'est vrai. Mais comment, balbutia mon père. Il secouait la tête. Ça dit des milliards. Il a dit le mot comme si c'était du poison.
Sadie, la plus jeune milliardaire autodidacte. C'est une blague, n'est-ce pas? C'est une sorte de farce. Ce n'est pas une farce, papa. Mais les jeux vidéo, dit-il. Sa voix était désespérée. Il me suppliait de donner un sens à tout cela. Tu joues avec des ordinateurs. C'est un passe-temps. Ce sont des jeux vidéo. Pas seulement des jeux, papa, dis-je. J'ai gardé ma voix douce mais claire. Une entreprise. Elle s'appelle NovaPlay. Je l'ai créée il y a 6 ans. L'entreprise que tu appelais mon petit truc d'ordinateur. J'ai vu le souvenir le frapper. Ses yeux ont tressailli. Elle emploie 120 personnes, continuai-je. Nous avons des bureaux dans 4 pays. Nous avons 85 millions de joueurs quotidiens. Ce sont de vraies personnes, papa. C'est un vrai travail. Non, murmura ma mère. Elle lisait l'article sur son téléphone, son doigt traçant les mots sur l'écran. Sadie Jordan est fondatrice et PDG. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux écarquillés d'une lumière étrange et terrifiée. Sadie valeur nette. 2,1 milliards de dollars. 2,1 milliard. La salle halta. Ce fut une seule, vive inspiration. Le juge, les beaux-parents, leurs visages étaient pâles. Ils fixaient ma mère, puis moi. Ils venaient de se moquer de moi. Ils venaient de trinquer à la vraie carrière, alors que la personne la plus riche de la pièce était assise près de la cuisine. C'est 2,1 milliards de dollars sur la base de la valorisation d'aujourd'hui, maman, dis-je, aussi calmement que si je discutais de la météo. La nouvelle levée de fonds vient de se conclure. Émilie a finalement bougé. Elle a laissé tomber sa coupe de champagne. Elle ne s'est pas brisée. Elle a juste heurté le tapis avec un bruit sourd et humide. Du champagne a éclaboussé l'ourlet blanc de sa robe à 20 000 dollars. Elle n'a pas remarqué. Quoi, siffla-t-elle. Elle est descendue de la scène, de la table d'honneur, droit vers moi. Qu'est-ce que tu as dit? Pas maintenant, dis-je. Non, cria-t-elle. Qu'est-ce que c'est? Tu mens. Tu dois mentir. Elle a attrapé le bras de son mari. Steve, dis-leur qu'elle ment. Steve, l'avocat, a juste regardé le sol. Il avait l'air malade. C'est partout dans les nouvelles. C'est réel. Non, hurla-t-elle. Son visage parfait et magnifique s'est décomposé. Il est devenu laid. Tu m'as fait ça, a-t-elle crié en me montrant du doigt. Toi, l'échec. Tu es une. Elle ne trouvait pas les mots. Elle avait passé toute sa vie à être le succès. Et en un instant, en un seul message texte, je lui avais pris cela. Émilie, dit mon père, sa voix faible. Assieds-toi. C'est une menteuse, cria Émilie, des larmes commençant à couler sur son visage, traçant des sillons noirs de mascara. Elle travaille dans notre sous-sol. Elle. Je n'ai pas vécu à la maison depuis 8 ans, Émilie, dis-je. Ma voix était froide. Toute la chaleur avait disparu. Je ne t'ai jamais demandé un seul dollar. Jamais. Mais nous venons de payer le reste de ta liste de mariage, murmura ma mère, toujours confuse. Ton père. Il a demandé. Jordan. Oui, maman, dis-je. Il m'a demandé d'acheter les articles de grande valeur. Alors, je l'ai fait. Le réfrigérateur à 5 000 dollars, la porcelaine à 3 000 dollars, les billets pour la lune de miel. J'ai tout acheté ce matin depuis mon téléphone. Ça m'a pris environ 30 secondes. Mon père avait l'air d'aller être malade. Il avait demandé à sa fille milliardaire d'acheter un grille-pain à son autre fille. La honte sur son visage était terrible à voir. Il a enfin compris. Il m'a enfin vu. Toi, murmura-t-il. Tout ce temps. Tu nous as laissés. Vous laissez quoi, dis-je. Vous laissez me traiter de déception? Vous laissez m'asseoir à la table 9? Vous laissez rire quand ma propre sœur a qualifié le travail de ma vie de pas une vraie carrière? Ma voix s'est finalement brisée. Le calme avait disparu. La blessure était là,
brute et ouverte. Que vouliez-vous que je fasse? Vous suppliez de me croire? J'ai essayé. Pendant des années, j'ai essayé. J'ai regardé ma mère. Je t'ai envoyé le magazine We Read, maman. Celui avec moi en couverture. Tu l'as utilisé comme sous-vert. La main de ma mère vola à sa bouche. Elle s'est souvenue. Je ne savais pas. Je pensais que c'était un magazine d'informatique. C'en était un, dis-je. Et j'étais en couverture. La pièce était silencieuse. Personne ne savait quoi faire. Les beaux-parents étaient humiliés. Émilie sanglotait, son nouveau mari essayant de la tenir. Mes parents avaient juste l'air petits. Ils avaient l'air vieux, petits et brisés. Les deux personnes dont j'avais voulu l'approbation toute ma vie. Et maintenant que je l'avais, je ne la voulais plus du tout. Le silence s'est rompu. Il s'est brisé en 100 morceaux silencieux et laids. Les chuchotements ont recommencé. Mon Dieu, c'est elle. Elle a créé Eternal Journey. Mes enfants sont obsédés par ce jeu. Jim, cherche ça. Est-ce que c'est comme dans Nova Play? J'aurais dû le savoir. Mon cabinet gère certains de leurs brevets internationaux. Je n'ai jamais fait le lien. Elle était assise à la table 9. Ils l'ont assise à la table 9. Ce dernier chuchotement fut le plus fort. Il venait du juge, le beau-père d'Émilie. Il regardait mes parents avec un dégoût pur et froid. C'était un homme qui comprenait le statut. Il comprenait le pouvoir. Il se fichait qu'ils aient menti. Il se souciait du fait qu'ils étaient stupides, qu'ils ne savaient pas que leur propre fille était une reine. Il les voyait comme des imbéciles. Ma mère a vu son regard. Elle s'est visiblement ratatinée. La belle et fière mère de la mariée. Elle s'est juste évanouie. Les gens ont commencé à me chercher sur leur téléphone. Pas seulement à lire le titre. Ils lisaient l'histoire. Ça dit ici. Elle a commencé dans son appartement. Elle a appris à coder toute seule. A vendu sa voiture pour obtenir des fonds d'amorçage. Oh, Émilie. Une de ses amies, une des demoiselles d'honneur, a dit. La fille avait l'air horrifiée. Elle avait l'air coupable. Elle s'est souvenue. Elle devait se souvenir de toutes les blagues. De toutes les fois où elle avait été chez mes parents, les écoutant parler de « la pauvre Jordan » et de sa « phase ordinateur ». Le rire du discours d'Émilie il y a à peine 30 minutes semblait dégoûtant maintenant. Il flottait dans l'air. Tout le monde dans cette pièce était complice. Ils avaient tous ri. Ils avaient tous été d'accord. L'échec était la personne la plus accomplie qu'aucun d'entre eux ne rencontrerait jamais. Et puis le centre d'attention s'est tourné vers moi. Les mêmes personnes qui étaient passées devant ma table sans un regard essayaient maintenant de capter mon attention. Ils souriaient. Un homme en costume cher, un des amis, importants, de mon père, a levé son verre vers moi de l'autre côté de la pièce. Un petit signe de tête respectueux. C'était un banquier. Il savait exactement ce que signifiait 2,1 milliards de dollars. Une autre femme, une des amies de ma mère, a commencé à marcher vers moi. Jordan, ma chérie, je n'avais aucune idée. J'ai levé la main. Juste un petit geste. S'il vous plaît. Pas maintenant. Elle s'est arrêtée. Elle avait l'air embarrassée. Elle a hoché la tête et est retournée à sa place. Le pouvoir dans la pièce avait basculé. Il avait basculé si vite que j'en avais le vertige. Il avait été celui d'Émilie. Il était le mien. Mon père était toujours debout. Il regardait le sol. Il semblait compter les fils du tapis. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Jordan, pourquoi? C'était un murmure. Pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai senti une lame de colère froide et tranchante. La première vraie colère de la nuit. C'était tellement plus facile pour lui de demander ça. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Comme si c'était ma faute, mon secret, mon mensonge. C'était tellement plus facile que la vraie question, pourquoi ne vous avons-nous pas écouté? Je l'ai fait, dis-je. Ma voix était basse. Je vous l'ai dit. Non, pas comme ça. Pas des milliards. Je vous l'ai dit quand j'ai créé mon entreprise.
Vous m'avez dit d'arrêter de jouer et de trouver un vrai travail. Je vous l'ai dit quand j'ai embauché mon premier employé. Vous m'avez demandé si le cabinet de ma sœur avait besoin d'une assistante juridique. Je vous l'ai dit quand j'ai emménagé dans mon premier bureau. Vous vous êtes plaint que je manquais Thanksgiving. Je vous l'ai dit quand j'ai obtenu ma première levée de fonds. Vous avez dit, c'est bien, ma chérie, et vous avez changé de sujet pour parler des notes d'Emily. J'ai fait un pas vers lui. Je vous le dis depuis toute ma vie. Je crie. Vous ne vouliez simplement pas l'entendre. J'ai regardé ma mère. Vous ne vouliez pas d'une fille qui construisait des mondes. Vous vouliez une fille qui s'intégrait dans le vôtre. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas des larmes silencieuses et jolies. Elle sanglotait. Des sons forts et laids. Nous sommes désolés. Nous sommes si fiers. Nous t'aimons. C'était un mensonge. Ou c'était une vérité qui arrivait 6 ans trop tard. Ils n'étaient pas fiers de moi. Ils étaient fiers du chiffre. Ils étaient fiers du titre de Forbes. Ils étaient fiers du respect du juge. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que j'avais. Le mariage était terminé. La musique était morte. La nourriture était froide. Le mari d'Emily, Steve, m'a regardé. Il était pâle. Jordan, dit-il. C'était un homme pragmatique, un avocat. Mais mes parents, ils sont très impressionnés. Ils aimeraient vous parler. Il essayait déjà de réparer les choses, de construire un pont, de se mettre du bon côté du nouveau pouvoir. Je suis sûr qu'il le voudrait, dis-je. J'ai regardé Emily. Elle n'était qu'un désordre de dentelle blanche et de mascara noir. Elle me fixait. Ses yeux étaient vides. J'ai regardé mes parents. Ils étaient brisés. J'ai pris ma petite pochette de la table 9. Je dois y aller, dis-je. Non, Jordan. Attends, dit mon père. Il s'était lancé vers moi. S'il te plaît, ne pars pas. Nous devons parler. Nous devons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, papa, dis-je. C'est juste la vérité. Je suis parti. Je suis passé devant la table d'honneur. Je suis passé devant le magnifique gâteau de mariage à 5 étages, intact. Je suis passé devant les invités qui chuchotaient. Personne n'a essayé de m'arrêter. Je suis sorti de la salle de bal, dans l'air frais de la nuit, et je n'ai jamais regardé en arrière. Je ne suis pas allé loin. Je suis arrivé dans le hall. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas tenir mon téléphone pour appeler ma voiture. Je suis juste resté près des immenses portes vitrées, à respirer. L'air de la nuit était froid. Ça faisait du bien. J'ai entendu le cliquetis des talons sur le sol en marbre derrière moi. Toi. La voix était vive, aussi vive que du verre. Je me suis retourné. C'était Emily. Elle avait arraché la longue traîne de sa robe. Ses cheveux se défaisaient. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait l'air sauvage. Tu as tout gâché, siffla-t-elle. Emily, je n'ai pas prévu ça. Tu as gâché mon mariage, cria-t-elle. Quelques invités dans le hall, des gens d'une autre fête, se sont retournés pour regarder. C'était mon jour. Mon unique jour. Et toi? Tu ne pouvais pas me le laisser, n'est-ce pas? L'article était une surprise. Je ne savais pas. Menteuse, cracha-t-elle. Tu savais. Tu l'as programmé. Tu as toujours été jalouse de moi. Ça m'a presque fait rire. C'était si absurde. Jalouse, dis-je. Jalouse de quoi, EM? De ton diplôme de droit? De ta vraie carrière? Oui. Tu étais toujours dans ta chambre avec tes stupides ordinateurs. Tu as toujours été la bizarre. J'avais des amis. J'avais des petits amis. J'avais maman et papa. Tu n'avais rien. J'avais mon travail, dis-je. Ton travail, ricana-t-elle. Tu joues à des jeux, Jordan. Tu es une enfant. Je suis une enfant, dis-je, qui vient de payer pour tout ton mariage. Celui dans lequel tu te trouves actuellement? Son visage est devenu blanc. Je suis une enfant qui vient d'humilier tes nouveaux beaux-parents?
Ceux que tu voulais si désespérément impressionner. Tais-toi. Je suis une enfant qui vient de devenir la personne la plus importante de notre famille. Une famille qui, il y a 5 minutes, pensait que j'étais un échec, dis-je. Tais-toi, hurla-t-elle. Elle s'est jetée sur moi. Elle a essayé de me gifler. J'ai attrapé son poignet. Je ne suis pas forte, mais la surprise, le choc froid, a suffi. Je l'ai juste tenu. Son bras était fin dans ma main. Nous sommes restés là, figés. Elle haletant de rage, moi la tenant simplement. Tu es si en colère, dis-je. Ma voix était très, très calme. Mais tu n'es pas en colère contre moi, Émilie. Je te déteste, sanglota-t-elle. Je te déteste. Non, ce n'est pas vrai. Tu détestes avoir tout fait correctement. Tu détestes avoir suivi chaque règle. Tu es allé à la bonne école. Tu as eu le bon travail. Tu as épousé le bon homme. Tu as été la fille parfaite. J'ai lâché son poignet. Et c'est moi qui ai gagné. Elle s'est effondrée. Toute sa combativité a disparu. Elle a glissé le long du mur et s'est assise sur le sol de marbre froid, sa robe blanche s'étalant autour d'elle. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Ce n'était pas censé se passer comme ça, pleura-t-elle. Ça devait être parfait. Je l'ai regardée. L'ancienne moi aurait eu pitié d'elle. Et c'est ce que je ressentais. Je ressentais une pitié profonde et douloureuse pour ma sœur parce qu'elle était toujours piégée. Elle était piégée dans le même système auquel je venais d'échapper. Toute sa vie était construite sur l'approbation de mes parents, sur l'approbation de ses beaux-parents. Sa vie parfaite était une cage. J'exerce le droit, murmura-t-elle dans ses mains. C'était pathétique. C'est important. Je sais que ça l'est, et aime. Tu fais des jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Comment? Elle leva les yeux, son visage un désordre de larmes et de mascara. Comment ta vie peut-elle être meilleure que la mienne? Ce n'est pas juste. C'était la voix d'une enfant, la voix de la petite sœur qui avait toujours les as. Celle qui ne pouvait pas comprendre comment je l'avais battue. Ce n'est pas une compétition, dis-je. Si, ça l'est, cria-t-elle. Ça l'a toujours été. Et toi? Tu as triché. Tu as caché tout ça. Je ne l'ai pas caché, Émilie. Tu t'en es moqué. Elle n'eut aucune réponse à cela. Tu as ri de moi ce soir, dis-je, devant tout le monde. Tu m'as appelé certaines personnes. Tu as dit à tout le monde que ma carrière n'était pas réelle. La culpabilité l'a frappée. C'était évident sur son visage. Je plaisantais. C'était un discours. Non, ce n'était pas le cas. C'est ce que tu as toujours pensé. C'est ce que maman et papa t'ont appris à penser. Je soupirai. J'étais si fatigué. Fatigué de cette dispute. Fatigué de cette famille. Je suis désolé pour ton mariage, et aime, dis-je, et je le pensais. Je n'ai jamais voulu le gâcher. Elle a juste pleuré. Mais je ne suis pas désolé pour mon succès. Je ne suis pas désolé pour ce que j'ai construit. Je me suis retourné pour partir. Jordan, attends, murmura-t-elle. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai réfléchi un instant. Je vais rentrer chez moi, dis-je. Chez toi? Chez maman et papa? Non, Émilie, dis-je. Chez moi. Je suis sorti par les portes vitrées. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne suis pas allé à un hôtel. Je suis rentré chez moi. Chez moi, c'était un appartement terrasse en ville, à 1 heure du monde de banlieue de mes parents. C'était un endroit qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ne savaient même pas qu'il existait. Je l'avais acheté en liquide il y a 2 ans. Je suis entré. Mon assistante, sachant ce qui s'était probablement passé, avait allumé la cheminée. J'ai enlevé la simple robe bleue. Je l'ai laissée tomber par terre. J'ai pris une longue douche chaude. J'ai lavé le mariage, les chuchotements, la haine, la pitié, tout ça. Je me suis lavé de tout ça. J'ai mis un simple survêtement et un t-shirt. Je me suis assise sur mon balcon.
L'horizon de la ville s'étalait devant moi. Des milliers de lumières, des milliers de vies, un monde que je m'étais construit. J'ai regardé le lever du soleil. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, était une brique solide et vibrante. 142 messages textes. 58 appels manqués. C'était de tout le monde. Mes parents, Emily, Steve, mes nouveaux beaux-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, des journalistes. Tellement de journalistes. L'article de Forbes était partout. C'était l'histoire numéro 1 sur tous les sites d'actualité. La révélation choquante de la reine silencieuse et milliardaire du jeu vidéo. Une famille snob, une magnate de la technologie. Il commençait déjà à reconstituer le puzzle. Le détail de la table 9 était dans quelques chroniques mondaines. Je les ai tous ignorés. J'ai bu mon café. J'ai regardé le soleil se lever. Pour la première fois de ma vie, je me sentais calme. La longue course effrénée était terminée. Je n'avais plus rien à prouver. Le monde l'avait fait pour moi. À 9 heures du matin, le téléphone a de nouveau sonné. C'était ma mère. J'avais ignoré ses 20 premiers appels. Cette fois, j'ai répondu. Bonjour, maman. Juste des sanglots. Un son brut, animal, de pur chagrin sans fond. Jordan. Oh, Jordan. Ma chérie. Oh, mon Dieu. Jordan. J'ai attendu. Je l'ai juste laissé pleurer. Nous sommes si désolés, mon bébé. Nous sommes si désolés. Désolé de quoi, maman? Ma voix était plate. Pour tout. Pour ne pas avoir su. Nous ne savions pas, Jordan. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous t'aimons tellement. Nous sommes si fiers. Si fiers de toi. Vous êtes fiers maintenant, dis-je. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. Vous n'étiez pas fiers hier. Ce n'est pas vrai. Nous ne comprenions pas. Ce sont les ordinateurs. C'est un monde que nous ne connaissons pas. Nous nous inquiétions juste pour toi. Vous n'étiez pas inquiet, maman. Vous aviez honte. Elle a cessé de pleurer. Une respiration brusque et saccadée. Vous aviez honte que je ne sois pas Emily. Vous aviez honte que je ne m'intègre pas. Vous aviez honte de ne pas pouvoir vous vanter de moi lors des dîners. Alors, vous m'avez simplement rayé de la carte. Vous avez fait de moi la fille au passe-temps. Non. Jordan, c'est cruel. Laisse. Qu'en était-il de la nuit dernière, maman? Tu m'as assise près de la cuisine. Tu as laissé ma sœur se moquer de moi dans son discours. Tu as ri. Nous pensions que c'était une blague. C'était une blague, dis-je. Et j'en étais la chute. Vous n'avez simplement pas réalisé que j'étais aussi celle qui payait pour le microphone. Ça l'a durement touché. Nous voulons te voir, murmura-t-elle. Nous avons besoin de te voir. Nous devons parler. Ton père, il est anéanti. Il n'a pas dormi. Il reste juste assis dans le hall de l'hôtel à regarder dans le vide. Il a si honte. Il devrait, dis-je. Jordan, s'il te plaît. J'ai besoin de temps, maman. Non, maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne nous exclus pas. Ne nous déteste pas. Nous sommes ta famille. Je ne vous déteste pas, maman. Je soupirai. J'ai regardé la ville. C'est juste que je n'ai plus besoin de vous. Et vous n'avez jamais eu besoin de moi avant aujourd'hui. J'ai raccroché. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, mon père a appelé. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. J'ai laissé sonner. Il a appelé une 3e fois. J'ai répondu. Papa. Sa voix avait disparu. C'était un râle. Jordan. Il a dit mon nom comme si c'était une prière. Jordi. J'ai fait une terrible erreur. Il pleurait. Mon père, le fort, le fier.
Je ne l'avais jamais entendu pleurer. Pas une seule fois. Je t'ai laissé tomber, pleura-t-il. J'étais un mauvais père. J'ai été si stupide. Tu étais si fier d'Émilie, terminé-je pour lui. Oui. Et je ne te voyais pas. Je ne te voyais tout simplement pas, il s'est effondré. Juste des sanglots profonds et rauques. Mon cœur, ça faisait mal. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas un, je te l'avais bien dit. C'était juste brisé. Nous étions tous simplement brisés. Je te vois maintenant, a-t-il finalement étranglé. Je te vois, mon bébé. Mon Dieu. Ce que tu as fait. Toute seule. Pendant que je t'ignorais. Je n'étais pas seul, dis-je. J'avais mon équipe. J'avais Marc et Sarah. J'avais 200 employés qui croyaient en moi. Mais tu ne m'avais pas, murmura-t-il. Tu n'avais pas ton père. J'ai fermé les yeux. Non, dis-je. Je ne l'avais pas. Il y eut un long silence, juste sa respiration. On peut parler, demanda-t-il. Sa voix était faible. La voix d'un petit garçon. On peut juste te voir? Pas pour l'argent, Jordan. Je ne veux pas. Je veux voir ma fille. J'ai regardé mon balcon. J'ai regardé le lever du soleil. L'heure des comptes était arrivée. Ce n'était pas bruyant comme le mariage. C'était silencieux, comme cet appel téléphonique. C'était le vrai moment. Oui, dis-je. Nous pouvons parler. Quand? Maintenant? Nous viendrons à toi. Où es-tu? Non, dis-je. Pas comme ça. Pas pendant que vous êtes désespéré. Pas pendant que je suis en colère. J'ai pris une longue inspiration. Ce soir? Rentrez à la maison. Venez à la maison. Je viendrai là-bas pour le dîner. Dîner? Oui. D'accord. Dîner. Il semblait si soulagé. Papa. Oui, mon bébé? Je viens, dis-je. Mais tu dois comprendre, je ne rentre pas à la maison en tant que la fille que tu as façonnée. Il est resté silencieux. Je viens en tant que la femme que vous avez ignorée. J'ai raccroché le téléphone. J'ai passé la journée à travailler. J'ai pris des appels. J'ai répondu à des courriels. J'ai dirigé mon entreprise. Mon équipe était aux anges. La publicité était folle. Nos chiffres d'utilisateurs avaient bondi de 30% du jour au lendemain. Pour eux, j'étais juste Jordan, la patronne, la PDG. J'aimais ça. C'était simple. C'était réel. À 19h, je me suis rendu chez mes parents, la maison où j'ai grandi. Je n'ai pas conduit la Tesla. J'ai pris ma vieille Toyota abîmée, pas celle que j'avais vendue. J'en avais acheté une autre plus tard, une voiture de 10 ans que j'utilisais pour les courses. Je voulais être moi, celle qu'ils avaient toujours connue. Je me suis garé dans l'allée. La maison paraissait plus petite. Je me suis approché de la porte. J'avais ma propre clé. Je suis entré. Maman? Papa? Ils étaient dans la cuisine. La cuisine où ma mère avait coupé des oignons et m'avait dit de ressembler davantage à Émilie. La cuisine où mon père avait qualifié ma passion de passe-temps. Ils étaient juste là, debout, à me regarder. Ils avaient l'air vieux. Ma mère avait pleuré toute la journée. Son visage était bouffi. Les yeux de mon père étaient rouges. Il avait vieilli de 10 ans. Personne n'a parlé. Ma mère s'est approchée. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a juste touché mon bras. Tu es là. Je suis là, dis-je. Je prépare des pâtes, dit-elle. Ton plat préféré d'avant. D'accord. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine. Pas dans la grande salle à manger formelle. Nous trois. C'était si gênant. Ils ne savaient pas quoi dire.
Mon père fixait juste ses mains. Ma mère a servi les pâtes. Nous avons mangé en silence. C'était terrible. Finalement, mon père a posé sa fourchette. Nous avons lu tous les articles, dit-il. J'en suis sûr. Nous n'avions aucune idée, murmura ma mère. Les 53 refus, l'appartement froid. Tu as vendu ta voiture. Oui. Tu étais toute seule, dit mon père. Et tu n'as jamais appelé. Tu n'as jamais demandé d'aide. L'auriez-vous donné, demandai-je. Je n'étais pas cruel. C'était une vraie question. M'auriez-vous donné 50 000 $ pour une idée de jeu vidéo? Ou m'auriez-vous dit de rentrer à la maison et de trouver un vrai travail? Il ne put répondre. Il a juste baissé les yeux. Il connaissait la réponse. Je l'ai fait parce que vous ne croyez pas en moi, dis-je. Je l'ai fait pour vous prouver que vous aviez tort. Eh bien, dit mon père avec un petit sourire triste. Tu l'as fait, Jordan. Tu as gagné. Ce n'était pas un jeu, papa. Je leur ai raconté. Pour la première fois, je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé des serveurs qui plantaient. Je leur ai parlé des semaines de 100 heures. Je leur ai parlé de la terreur d'embaucher mon premier employé, d'être responsable de la vie de quelqu'un d'autre. Je leur ai parlé du voyage à Tokyo. Je leur ai parlé de la réunion d'évaluation à $1 milliard. Je leur ai raconté mon histoire. Et pour la première fois, ils ont écouté. Ils n'ont pas interrompu. Ils n'ont pas changé de sujet pour parler d'Emily. Ils ont juste écouté. Pas mon titre, pas mon solde bancaire. Ils ont écouté ma voix. Après 1 heure, j'avais terminé. J'étais vide. Ma mère pleurait, mais doucement maintenant. Mon père a juste hoché la tête. Merci de nous l'avoir dit, dit-il. Emily, dit ma mère. Elle est chez ses beaux-parents. Elle n'est pas bien. Je sais. Elle est si en colère, dit ma mère. Elle a l'impression que tu lui as appris quelque chose. J'ai regardé ma mère. Tu as toujours voulu que je ressemble plus à Emily, dis-je doucement. Elle a croisé mon regard. Maintenant, dis-je, Emily veut me ressembler davantage. C'était la vérité. La vérité simple et dure. Je me suis levé. Je dois y aller. Est-ce que tu reviendras, demanda ma mère. Elle était désespérée. Je ne sais pas, maman. Je me suis dirigé vers la porte. Je les ai regardés. 2 petites personnes tristes dans une cuisine. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de vengeance. Je ressentais juste la paix. J'avais passé toute ma vie à essayer de leur faire voir qui j'étais. Et maintenant, ils le voyaient. Ce n'était pas parfait. Ce ne serait jamais parfait. Mais c'était une façon de tourner la page. Ils m'avaient appris que le respect se gagnait en s'intégrant. J'avais prouvé qu'il se gagnait en étant authentique. J'étais authentique. Et j'étais libre. Si vous avez déjà été celui ou celle en qui personne ne croyait. Si vous avez déjà été celui ou celle dans le coin, à la table du fond. Si vous avez déjà été l'ombre, continuez. N'attendez pas qu'ils vous voient. N'attendez pas leur approbation. Allez construire votre monde. Allez construire votre empire. Laissez votre succès faire le bruit. Laissez votre travail être la preuve. Et laissez votre silence parler pour vous.